Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, d'être fidèles à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État guinéen au Parlement européen ce mardi, Alpha Condé, est revenu sur les grands axes de sa présidence à la tête de l'Union africaine et les réformes entamées, la quintessence de son discours avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Exercice républicain lié à la déclaration des biens, le nouveau gouvernement Kassory s'y colle. Quelques ministres, à commencer par le premier d'entre eux, ont fait le déplacement à la cour de ce mardi. Nous ferons un zoom dans l'univers de la protection civile guinéenne. Les incendies dans la capitale connaissent une recrudescence et les sapeurs-pompiers ont du mal à y faire face. Mais sont-ils suffisamment équipés pour accomplir cette mission? Élément de réponse dans un court instant. Le président de la République était face aux députés du Parlement européen à Strasbourg ce mardi. Alpha Condé est revenu sur son bilan à la tête de l'Union africaine, les réformes entamées sous son magistère. Il était question aussi de l'accord de libre-échange panafricain avant de parler de la situation de la Guinée. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux à Strasbourg, Juvenal Noël, Bachir Keïta. Chers téléspectateurs d'Espace TV, nous sommes devant le Parlement européen à Strasbourg. À 11h25, le chef de l'État, son Excellence Alpha Condé, a fait son entrée au Parlement européen de Strasbourg, reçu par Antonio Tajani, président du Parlement. Après les hymnes guinéens et européens, Alpha Condé s'est rendu au salon d'honneur pour la signature du livre d'or. La consolidation démocratique et des droits de l'homme, notamment avec l'abolition de la peine de mort, le développement économique avec un taux de croissance de plus de 6% qui fait de la Guinée l'une des économies les plus dynamiques du continent africain. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous ce jour. Je voudrais d'emblée vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant en visite officielle dans votre prestigieuse institution, où je suis venu pour la première fois pour recevoir le passeport de liberté. Au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine en 2017, notre organisation continentale s'est attelé à relever des défis allant des questions de paix et de sécurité sur le continent, mais aussi de la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, en vue de renforcer notre crédibilité et notre unité dans la gestion des problèmes internationaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À l'issue de son allocution solennelle dans l'hémicycle de Strasbourg, le président Alpha Condé a répondu aux questions des journalistes. Le défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la maîtrise des nouvelles technologies, des infrastructures, chemins de fer et routières, la santé et surtout l'industrialisation qui va nous permettre de retenir nos jeunes en Afrique et non pas qu'ils aillent mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver à l'Union européenne. Retour en Guinée pour parler des ministres du nouveau gouvernement qui ont été appelés à déclarer leurs biens. C'est un exercice républicain et ce mardi, sur les 33 ministres, seuls 10 sont passés à la Cour des comptes, non pas pour déclarer leurs biens, mais pour se procurer des fiches à remplir à cet effet. Du constat de nos envoyés spéciaux, ces déclarations de patrimoine se déroulent dans une ambiance plutôt floue et insaisissable. Mohamed Damaro Kamara, Ibrahima Sorissouma. Ibrahima Kassory Fofana, le chef de gouvernement, est le premier à être sur les lieux. Il est d'abord reçu à la Cour constitutionnelle, ensuite à la Cour des comptes, à l'abri des regards des médias privés. Un peu de patience, c'est seulement à la sortie des 2 entretiens que le locataire du palais de la Colombe s'adresse aux journalistes. J'ai fait ma déclaration de biens
à la Cour constitutionnelle conformément aux lois de la République. Si Ibrahima Kassori Fofana affirme fièrement avoir déclaré ses biens, nul ne peut prétendre connaître leur nature car tout s'est passé assez discrètement et nos tentatives d'obtenir des documents certifiant la dite déclaration ont été vaines. S'ensuivent alors les ministres du budget, de la jeunesse et de l'emploi jeune, de l'enseignement supérieur, de la communication, de l'aménagement du territoire et de l'habitat, pour ne citer que ceux-ci. Mais aucun d'entre eux n'a déclaré ses patrimoines. Je suis venu pour faire la déclaration de mes biens et on m'a remis une fiche que je dois remplir et c'est seulement ma partie que je vais ramener demain dans lequel il y a des précisions qui sont faites sur les biens qui doivent être déclarés pour être dans les règles avant de prendre fonction. La déclaration sous l'honneur des patrimoines des ministres est un exercice prévu dans la Constitution dans son article 36. Des dispositions qui s'appliquent également au président de l'Assemblée nationale, au premier responsable des institutions constitutionnelles, au gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l'État. Éducation à présent, avec le démarrage dans certains établissements de la capitale du baccalauréat blanc depuis ce week-end, des commissions antifraude, surveillance et correction sont instaurées à l'image du lycée équipé pour veiller au bon déroulement des examens. Par contre, au lycée Mahatma Gandhi, où notre équipe de reportage s'est rendue, les élèves sont là-bas en semi-internat car ils ont achevé le bac blanc depuis la semaine dernière. Al-Seni Bari, Ibrahima Souri, Camara signe ce reportage. Lycée équipé, 10 heures. Les élèves sont en pleine évaluation. À l'heure du jour, géographie mathématique au compte du bac blanc. Au total, ils sont 701 candidats répartis dans 17 salles. Pour le bon déroulement des examens, la direction a formé des commissions. Il y a une commission de correction, il y a une commission de secrétariat, il y a une commission chargée de la fraude. On a appelé ça commission anti-fraude. Une heure plus tard, les premiers élèves sortent des salles. Si la plupart d'entre eux saluent le bon déroulement du baccalauréat blanc, la crainte d'une année blanche plane dans les esprits. Nous prions, nous tendons la main au bon Dieu, vraiment de ce qui est passé, que ça se limite à ça maintenant. Il ne faut pas qu'une autre grève soit déclassée. Au lycée Mahatma Gandhi, l'heure n'est pas aux examens, mais plutôt au semi-internat. L'établissement a achevé le bac blanc il y a de cela une semaine. Et pour eux, la grève des enseignants n'a pas impacté l'exécution des programmes. Nous n'avons connu que 2 jours de perturbation ici. Et ça n'a pas tellement affecté le cours, l'évolution normale des choses. Et voilà, c'est ce planning qui a été respecté. Nous avons fini le programme. Ici, élèves et professeurs peaufinent les derniers réglages. Socrate, comme on appelle cet enseignant de philosophie, offre ses services dans le public également. Pour lui, la plupart des programmes ne sont pas achevés et les professeurs sont obligés de bricoler. Je me suis consacré à exécuter dans certains établissements le programme entier. D'autres, comme le lycée Matam par exemple, je n'ai pas eu la chance de terminer tout le programme. Rendez-vous est pris pour le 4 juillet 2018 pour le début du baccalauréat réel dans tout le pays. Le Conseil économique et social a procédé ce mardi à la clôture de sa première session ordinaire de l'année en cours. 42 membres sur les 45 ont présenté le rapport des travaux sur 4 thématiques axées sur le développement durable durant 2 mois. Reportage signé Djibril Ba, Korea Bokourba. Du 27 mars au 29 mai, les conseillers du CS ont entre autres passé au crible sur des thématiques liées à l'environnement, la promotion des actions de développement économique, les crises sociales. Une autosaisine qui aboutit à des propositions qui seront soumises au chef de l'État. Et là, nous avons besoin d'une éducation civique et une éducation citoyenne. Beaucoup de crises éclatent parce que les comportements citoyens sont mis de côté et l'on pense qu'il ne faudrait pas respecter la loi. L'étude des thématiques a connu l'apport des personnes aux ressources. Ces coups de main, l'institution économique et sociale le doit aussi à celle de la France, représentée par une mission en séjour à Conakry. C'est le lieu de féliciter les distingués conseillères et conseillers pour leur participation active pendant les travaux de commission et les plénières
ce qui nous a permis d'atteindre des résultats escomptés au départ. Au-delà des autosaisines, l'on s'interroge sur les impacts du Conseil économique et social en matière de développement, l'implication des conseillers dans l'élaboration des programmes de financement du pays. Certains membres de l'institution répondent. Toutes les lois qui doivent passer au niveau de l'Assemblée nationale et tous les décrets qui doivent passer au niveau du Conseil économique et social d'abord pour avis, sauf en matière financière. C'est ce que la loi dit. Et c'est pour la raison pour laquelle je dis que nous avons été saisis a posteriori, parce qu'on devrait être saisis a priori. C'est-à-dire après nos avis et recommandations que le dossier doit partir au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de la Première République pour décision. Nous conseillons, certains sont repris dans le cadre du programme national de développement économique et social. Le Conseil économique et social est à la moitié de son mandat. Au cours de cette session, il a procédé au renouvellement des membres des différentes commissions. Et puis cet avis de grève qui vient de nous parvenir, il est signé par les greffiers qui décident de le relancer dès le 8 juin 2018, une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national pour manifester leur désapprobation face à la non-application d'une partie de leur statut particulier. Il rajoute que la suspension de cette grève sera subordonnée à l'application totale avec effet rétroactif du statut particulier des greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Depuis le début de l'année, la fréquence des incendies dans la capitale Conakry a connu une hausse. Mais la lutte contre les flammes implique des moyens logistiques importants. Et il faut dire que nos sapeurs-pompiers ne sont pas bien lotis. C'est du moins ce qui ressort du constat fait sur place par l'une de nos équipes de reportage. Les sapeurs-pompiers, un service public à l'agonie, c'est un reportage de Mamadou Seliouba, Lamine Silla et El Haj Aliouba. Depuis quelque temps, les sapeurs-pompiers prouvent leur existence. Ils s'y rendent dans les foyers d'incendie et montrent leur effort. Mais cet exploit cache une réalité, celle d'un service à l'agonie. Pour toute la zone de Conakry, on ne compte que 7 camions incendie et seulement 3 sont en état de service. Ce n'est pas suffisant. 3 camions, normalement, c'est pour un secteur. Donc normalement 2 quartiers rassemblés pour former un secteur ou un seul quartier. Les autres camions sont en panne et les quelques-uns qui fonctionnent n'ont pas un grand réservoir à l'image de ce camion qui ne peut prendre que 1500 litres d'eau, l'équivalent de 5 minutes d'activité. Aucun véhicule pompier ne peut arriver sans eau au lieu d'un sinistre. Mais quand il arrive, il fait un branchement de 3 lignes, donc de 3 lances. Une lance principale pour attaquer les points d'incendie, 2 autres lances pour protéger les voisinages. Les 2 petites lances jettent au moins 200 litres minute, la ligne du milieu 500, ça vous fait 1 mètre cube par minute. Et si c'est un véhicule de 5 mètres cubes, dans 5 minutes, celui qui arrive, il dira que le véhicule est venu sans eau parce que c'est fini. Conséquence, les sapeurs-pompiers sont souvent victimes d'attaques, les camions portent les signes, et la protection civile comprend la colère de la population. Hier, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a un début. Donc il faut protéger le début là, s'éduquer et éduquer les autres pour maintenir ce taquis-là et le développer. Quand nous sortons, si on nous accuse de venir en retard, on casse nos véhicules, on blesse nos hommes. Le métier de sapeur-pompier est-il le plus compliqué au monde? En Guinée, c'est oui, car les sapeurs-pompiers ne bénéficieraient d'aucune prise en charge médicale lors des opérations, et même le savon leur serait refusé, à plus forte raison du lait ou des produits pharmaceutiques. Le pont qui relie le district de Kansoya au kilomètre 36 a cédé. Depuis plusieurs jours, la circulation est paralysée de ce côté-ci. Les citoyens de Kansoya qui désirent se rendre à Conakry sont contraints de parcourir une dizaine de kilomètres en passant par Bentouraya. Ils interpellent l'État pour que ce pont soit rétabli avant les grandes pluies qui s'annoncent déjà. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori, 5 Souba. Depuis 3 jours, le district de Kansoya, de la commune urbaine de Koya, est coupé de Conakry. Le pont qui relie cette localité au kilomètre 36 a cédé sous le poids de l'âge. L'un des piliers du pont a été emporté par l'eau.
Les barres de fer qui relient les deux piliers centraux ainsi que toutes les barres transversales sont endommagées. Souvent, ce sont les planches qu'on remplace. Mais aujourd'hui, on a vu qu'un des piliers du pont a cédé. L'eau a emporté le pilier. Et après, les barres de fer qui supportaient le pont, ils sont déjà rongés. Il est complètement coupé. Nous ne pouvons plus faire traverser ni véhicule ni moto sur ce pont-là. Actuellement, aucun véhicule ni moto ne peut traverser. Seulement les piétons font des va-et-vient. Un véritable calvaire pour les automobilistes de Kassoya qui souhaitent se rendre à Conakry. Quand on vous prend en moto, on vous dépose derrière le pont, vous traversez et il y a une autre moto qui vous attend de l'autre côté pour aller. Et pour ceux qui ont des véhicules, ils doivent parcourir 12 km, aller vers Bentouraya pour rejoindre encore 36. Selon une source locale, il existerait un projet pour réhabiliter ces ponts. Des études auraient déjà été effectuées, mais son exécution devrait se faire après l'hivernage. En attendant, les habitants de Kassoya cherchent une solution provisoire. Ils ont trouvé du bois, il reste le fer. L'unité coûte 12 millions de francs guinéens. L'unité, 12 millions de francs guinéens. Il nous faut 4. Par là 2, pour renforcer le pont, en attendant que le projet ne vienne pour faire le travail. Le district de Kassoya compte une dizaine de secteurs. La destruction de ces ponts est un handicap pour tous ces citoyens. Ils interpellent l'État. Nous lançons un appel auprès du gouvernement, auprès des bonnes volontés, tous ceux qui ont la possibilité d'assister cette pauvre population de Kassoya, de s'échapper à ce danger, à ce fléau. Vraiment, nous leur appelons de venir nous assister et nous leur tendons la main. Pour réclamer des places dans le marché de Madina, des marchands très en colère étaient au gouvernorat de la ville de Conakry ce mardi. Les grognons ont demandé au gouverneur de la ville de Conakry de trouver une solution à leurs problèmes et suggérer la construction de hangars au grand marché de Madina. Mohamed Valectoré, Abdoulaye Kamara. Ils étaient une centaine de femmes et de jeunes vendeurs du grand marché de Madina, notamment des sections Friperie et Batomba, à prendre d'assaut la déventure du gouvernorat de la ville de Conakry. Ils demandent la construction immédiate des hangars dans le marché au lieu des immeubles ou boutiques. Certaines dénoncent l'attitude des autorités du marché. Ils les accusent d'avoir revendu les places destinées aux commerçants. Nous, c'est les hangars, ce sont les hangars qu'on demande. À part des hangars, pas de l'étage ni du meuble. Donc on ne veut pas de boutique. La friperie, il faut, n'est-ce pas, que la friperie soit vendue avec son modèle. Cette instruction aurait été donnée par le chef de l'État lors de son passage au marché de Madina, qui a demandé la construction rapide des tables à ciment et des hangars dans le marché. Les marchands de Batomba, une autre partie dans Madina, n'ont pas pu digérer cette décision du chef de l'État. Ils accusent certaines autorités des marchés de complicité. Il y a des hangars que nous avons construits nous-mêmes. Mais on voit les hommes d'affaires, les businessmen de la crise, les hommes pour leur propre intérêt, ils veulent récupérer notre lieu. Le gouverneur de la ville de Conakry sur place a essayé de calmer les grognons en demandant de rencontrer le Premier ministre. Il a promis aux manifestants de retourner au marché jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Je les ai rassurés que le chef de l'État prône la paix et il veut rendre les conditions de travail meilleures pour ces femmes. Mais si les deux marchés disent qu'en construisant des étages, ça ne va pas les être profitable, je leur ai dit de retourner et aller continuer à vendre et à Batomba et à la friperie. Maintenant, ceux qui sont à Avaria, on va se limiter à ça pour continuer à vendre. Les places seront trouvées et octroyées aux vendeurs du marché, promet le gouverneur de la ville. Un autre marché, cette fois-ci celui des films et télévisions, qui s'est ouvert ce lundi à Abidjan. Ils sont producteurs, distributeurs et diffuseurs à se retrouver dans la capitale ivoirienne pour le plus grand rendez-vous de vente et d'achat de contenu média. On fait le point de l'ouverture du Discop, ça s'appelle 2018, avec Zakaria Kamara, notre envoyé spécial à Abidjan.
Ce complexe hôtelier abidjanais va accueillir pendant 48 heures des professionnels venus de toute l'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Il sera question du présent mais aussi du futur des productions africaines. Et pendant 3 jours, des discussions, des tables rondes, des projections autour des thématiques comme la montée de l'Afrique, la place des femmes dans l'audiovisuel et mieux encore le mécanisme de financement des publicités en Afrique. Au moins 30 exposants, plusieurs centaines de visiteurs, des producteurs mais aussi des distributeurs sont à Abidjan pour proposer aux acheteurs des programmes 5 étoiles. Les fictions, séries et les émissions télé sont en vente. Les chaînes africaines doivent reprendre notre programme parce que nous leur offrons des programmes d'infos au niveau mondial, africaine, américaine et puis au niveau mondial. Parmi les exposants, Côte Ouest, pour le leader de la distribution du contenu média en Afrique francophone, il faut valoriser les productions africaines. La tendance est qu'il faut consommer déjà africain. Et donc, pour valoriser notre continent, il faut valoriser les contenus qui viennent de l'Afrique. Et donc, de plus en plus, les chaînes africaines demandent des programmes africains. Discord 2018, c'est aussi des discussions, des ateliers de travail. C'est le ministre ivoirien de la communication qui a procédé à l'ouverture de la table ronde sur la montée en puissance de la paix. Et dans cette situation, il y a des services. Et dans les services, nous pensons qu'il y a une part importante qu'il faut réserver au cours des prochaines années, des prochaines décennies, à la production audiovisuelle. Retour en Guinée, il aura fallu des clameurs d'indignation pour que les morts du cimetière de Sangoya aient un peu de repos. Ils viennent enfin de bénéficier d'une attention particulière, outre les fonds récoltés auprès des populations à travers les religieux. Quelques personnes ont agi afin de construire une clôture autour du cimetière. Mohamed Souma, Mohamed Bangoura, reportage. Du sable, des briques et du ciment, il en fallait nécessairement. Mais le plus beau est le labeur collectif pour débarrasser le cimetière de Sangoya de ses ordures. Certains les coups de pelle et d'autres les rangées de briques. Le mur est érigé sur des fonds donnés de bon cœur. On a eu des efforts, beaucoup d'efforts. Il faut que les gens viennent nous aider. Parce que c'est un cimetière de 160 mètres sur 60. C'est le plus grand de la contrée. Donc je voudrais que les gens viennent à notre aide. Autrement, on ne peut pas faire ce travail-là. C'est un cimetière. Le cimetière, ce n'est pas une mosquée. Ce n'est pas une cathédrale. Ce n'est pas une église. Le cimetière, c'est l'ensemble de tout le monde. C'est tout le monde qui y vient. Après ces travaux, l'image d'un cimetière en crasse où les chiens errent ne sera plus qu'un souvenir. Mais pour y arriver, un vieux discours. Dans les quartiers environnants, tous qui viennent enterrer les gens ici, on connaît ces quartiers-là, on a tendu la main à tous ceux-ci. Ils viennent malgré leur moyens, qui ne va pas de trop, donc vraiment, on remercie le bon Dieu. La fusion des associations de jeunes et religieux du quartier n'aura pas été vaine. L'impulsion donnée également par les philanthropes change le visage du lieu. L'actualité à présent dans le reste du monde. Le président français Emmanuel Macron a réuni les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter d'organiser des élections et sortir ce pays de l'ornière 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, une initiative accueillie avec circonspection par les experts.
Restons toujours avec le président français Emmanuel Macron qui a exprimé la solidarité des Français avec les Belges. Quelques heures après une attaque à Liège, dans l'est de la Belgique, un homme a tué par balle 3 personnes, dont 2 policiers, avant de prendre en otage et d'être abattu par les forces de l'ordre. Je souhaitais commencer cette conférence de presse en exprimant la solidarité du peuple français à l'égard du peuple belge. Nous avons, pendant notre réunion, appris ce qui s'était passé ce matin en Belgique et la terrible attaque qui, semble-t-il, serait qualifiée de terroriste maintenant par le parquet. Il est sans doute trop tôt pour s'exprimer, mais je voulais ici adresser toutes les condoléances et la solidarité du peuple français à l'égard de nos voisins belges. De nombreuses traditions renaissent à Mossoul pendant le Ramadan, le mois du jeûne musulman, le premier dans la plus grande ville du nord irakien depuis le départ du groupe État islamique. Les tambours retentissent dans Mossoul endormi. Chaque jour du Ramadan, le mois sacré musulman, ces Irakiens réveillent les habitants avant l'aube pour le Suhour, dernière collation avant une journée de jeûne. Une tradition connue sous le nom de Messaharati. Ce phénomène des Messaharati avait disparu sous le groupe État islamique parce qu'il le considérait comme un péché. Mais après que la ville a été libérée, nous avons voulu ramener la tradition à nos gens de Mossoul pour les faire sourire à nouveau. Malgré les nouvelles technologies modernes, nous voulions remettre cette ancienne tradition au goût du jour. Mossoul marque cette année son premier Ramadan depuis le départ du groupe État islamique en juillet dernier, au terme de 9 mois de durs combats. De nombreuses traditions renaissent dans la ville où, durant 3 ans de règne de l'EI, toutes les coutumes qui faisaient du Ramadan un mois festif avaient été bannies. Parmi elles, celle des longues tables dressées dans les rues pour les plus démunis au moment de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Nous avons distribué environ 750 paniers de nourriture. Et si Dieu le veut, nous continuerons ces prochains jours à distribuer des repas de l'iftar aux gens qui jeûnent. Partout dans la ville, les traces laissées par le califat autoproclamé de l'EI sont encore bien visibles. Ruines et destruction imprègnent les rues. Cette famille retrouve sa maison à Mossoul-Ouest pour la première fois depuis qu'elle a fui les djihadistes. Nous avions droit à 2 appels à la prière de rupture du jeûne le matin, mais l'EI a détruit toutes les mosquées des environs, donc il n'y avait plus d'appels pour nous réveiller. Souvent, nous jeûnions sans repas du sourd. Cette année, les choses vont mieux. Il y a beaucoup de gens charitables et des organisations qui nous donnent de l'argent et de la nourriture. Ils viennent frapper à notre porte. Nous n'avions même pas de maison, mais ils nous en ont trouvé une, grâce à Dieu. Sous le groupe EI, les cigarettes, le narguilé, la mixité étaient considérés comme des crimes, punis de douloureux châtiments corporels. Mais cette année, la vie bat à nouveau son plein dans la grande ville du nord irakien, enfin libérée des contraintes et des interdictions. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vos courriers, pour moment était présent. À la régie, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Alita de Francis Collet. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.